Un, deux. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Take a deep breath in and relax. Dans une poignée de secondes, je recevrai à ce micro pour ce 3e épisode Myriam Leroy. Ensemble, on va parler littérature, bien sûr, mais également théâtre, cinéma, séries télé, bref, culture au sens large et processus créatif. Merci d'être là et bonne écoute. Alors, Myriam, tu es née un jour après Kim, la danseuse des Pussycat Dolls, mais au contraire de Kim, dont plus personne ne se souvient aujourd'hui, toi, tu vois ta notoriété grandir sans cesse depuis une dizaine d'années. Journaliste, chroniqueuse sur la Première, mais aussi Canal+ France il y a quelques années. Autrice ou auteur, on en parlera, d'Ariane et les yeux rouges, co-réalisatrice avec Florence Hénaud du documentaire #Salepute, qui fut nominé pour le Magritte du meilleur documentaire, et Les mauvaises langues dont je suis estiment que c'est le documentaire qui a fait le plus pour la notoriété de cette catégorie depuis qu'elle existe. Sans oublier le théâtre, ADN bien entendu, mais pas uniquement. Et j'en oublie, c'est peu dire que tu es une autrice ou auteur, à nouveau, on en parlera, protéiforme. Ensemble, on va parler de beaucoup de choses pendant 1 heure. On pourrait aussi parler de mais non, nous ne le ferons pas. Donc ceux qui nous écoutent et qui espéraient qu'on parle de ces deux-là, vous pouvez éteindre tout de suite. De cela, non, cela, on n'en parlera pas. Donc ceux qui venaient pour ça, vous pouvez éteindre et reprendre une vie normale. Enfin, il y aura peut-être des messages codés, qui sait. Ah, qui sait. Alors, tu as déjà été invité dans de nombreux podcasts reconnus en France comme en Belgique, La Poudre, Les gens qui doutent, 70 minutes avec, et j'en passe. C'est donc à la fois un immense plaisir de t'avoir ici comme invité, mais aussi un sacré pied de nez que je fais à mon syndrome de l'imposteur. Bonjour Myriam, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien, et toi ? Ça va. En général, je commence en disant merci de m'accueillir, mais en fait, c'est toi qui m'accueilles, puisqu'on est chez toi. Absolument. Donc, merci de m'accueillir chez toi. Alors, il y a un chien dans un coin de la pièce, donc il n'est pas impossible qu'on l'entende ronfler ou péter. Alors, c'est fréquent. Il est un peu plus grand que lors de ton podcast avec Fanny Huet, donc on devrait l'entendre un peu moins. Oui. Il a mûri depuis. Alors j'ai abordé de façon horriblement rapide ton travail. Comment te définirais-tu en 2022 ? J'écris pour vivre, quoi, dans tous les sens du terme. Donc, je gagne ma vie en écrivant et puis ça me permet de survivre dans ce monde hostile. Voilà, c'est ça. Je vois pas bien d'autres manières de me définir. J'ai pas beaucoup de loisirs. Donc, et mes loisirs sont pratiquement tous liés à l'écriture. C'est souvent des loisirs utiles, quoi. Chaque fois que je vais au cinéma ou au théâtre ou que je lis un livre, j'essaye de regarder comment c'est fabriqué, quoi, comment la saucisse est faite. Donc oui, je crois que pour me définir, j'écris, ça fonctionne. Et auteur ou autrice ? J'aime bien dire autrice parce que je vois que ça en hérisse plein et donc ça me semble donc utile. Et les raisons pour lesquelles ça hérisse me semblent pas du tout recevables. Donc je prends plaisir à dire autrice plutôt qu'auteureux. Et en plus, ça s'entend. Auteureux, ça se lit plus facilement, mais ça s'entend pas. Donc c'est une manière plus visible et politique de féminiser sa profession. Eh bien, restons sur autrice alors. Nicolas Mathieu me racontait récemment, lors d'une rencontre à laquelle j'assistais, qu'il a reçu sa première machine à écrire à l'âge de 7 ans et que tout s'est joué à ce moment-là. Est-ce que toi, tu te souviens du moment où tu t'es dit « écrire, c'est ça que je veux faire » et c'est au-delà de l'envie d'écrire, d'en vivre ? Non, je ne me rappelle pas. En fait, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse, jusqu'à un âge assez avancé. Et puis, mais j'ai toujours aimé écrire à côté de ça, quoi. Alors, est-ce que j'écris en dépit du fait que j'ai pas vraiment essayé de devenir chanteuse je sais pas très bien, en fait. Mais aujourd'hui, ça s'impose comme une évidence. J'ai toujours écrit, j'ai toujours lu, j'ai toujours eu beaucoup de déférence pour les écrivains, les écrivaines. Moi, il y a des autrices et des auteurs qui sont parmi les gens que j'admire le plus au monde et qui me rendent cette planète un peu plus hospitalière. Donc, il y a une évidence, en fait, là-dedans. Donc, donc je pense que il n'y a pas eu un éclair qui m'a foudroyée parce que c'était plus simple que ça. Mais aujourd'hui, c'est une évidence. Oui, bien sûr. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années de tes 2 romans, Ariane et Les yeux rouges. J'imagine qu'on t'a déjà posé 1000 fois les mêmes questions sur chacun des 2, mais la première question qui me vient, c'est... suite à Ariane, est-ce que lors de rencontres que tu as faites pour
des signatures ou pour présenter une pièce ou pour une conférence ou quel que soit le sujet, tu es déjà retourné à Nivelles et tu as rencontré des gens de la commune qui t'auraient parlé du bouquin. Alors, je suis retournée à Nivelles, mais pas du tout dans un cadre professionnel, c'est dans un cadre privé, parce que je connaissais quelqu'un qui avait un restaurant là-bas et qui avait envie de nous le faire découvrir, qui s'appelle Chez Marcel d'ailleurs, je pense, et qui est vraiment super. Et c'est à cette occasion que j'ai remarqué que Nivelles, c'était en fait assez chouette comme ville, assez jolie. Moi, j'ai écrit ce bouquin, je l'ai installé à Nivelles, mais au fond, je ne connais pas Nivelles. J'y avais été une fois vers 18 ans faire un petit job d'étudiant, mais c'est tout. C'était juste plus facile pour moi d'éloigner ça un peu de moi-même, même géographiquement, d'écrire, quoi. Il y a parfois des espèces de petites techniques d'autrices, d'auteurs, qui rendent le texte plus simple à écrire. Et parfois, c'est juste de se décaler d'un pas. Et ce pas-là, moi, c'était de passer. Moi, j'ai grandi à Wavre, et donc c'était juste faire une translation et ne pas me baser sur Wavre, mais plutôt imaginer Nivelles, ce que ça pourrait être à Nivelles. Et puis ma meilleure amie vient de Nivelles, donc elle m'en a beaucoup parlé, donc je me suis basée aussi sur son ressenti. Mais il paraît que les Nivellois n'ont pas très bien pris le bouquin, euphémisme, et que, à mon avis, c'est pas tellement vendu dans les librairies de la ville. On m'a dit que les Nivellois étaient particulièrement chauvins, ce que j'ignorais. J'aurais peut-être choisi une autre bourgade alors. Bon, voilà, je suis bien désolée pas pour ceux que j'ai blessés. En même temps, j'avoue que ce sont des considérations que je ne comprends pas très bien. Voilà. Et prendre une ville imaginaire? Non, j'avais envie d'ancrer ça dans du réel. J'avais envie que ce soit réel, en fait, que tout soit réel, à tous les points de vue, et que géographiquement ce soit réel aussi, pour qu'il y ait aussi un effet de réel pour le spectateur, pour que ce soit plus facile pour moi, enfin pour que ça me vienne plus facilement, en fait. Il y avait une logique là-dedans. Enfin, les personnages sont aussi très concrets dans Ariane. Ces deux jeunes filles, elles suent, elles sont très incarnées, elles sont très présentes physiquement, quoi. Donc, non, une ville imaginaire, j'avoue, j'y ai pas pensé. Je pense qu'à refaire, je le ferai toujours, peut-être pas à Nivelles, mais en tout cas pas dans un lieu fantasmé, quoi. Alors, il y a une question que j'imagine qu'on te pose systématiquement, c'est quelle est la part biographique dans l'un comme l'autre, que ce soit Ariane ou Les Yeux Rouges. Est-ce que tu as déjà fait une interview complète sans qu'on te pose cette question-là? Non, jamais. Et donc, je vais y répondre. Ah non, justement. Non, mais alors c'est très difficile à expliquer aussi aux gens qui n'écrivent pas, ou en tout cas qui n'ont jamais essayé d'écrire à partir d'un matériau personnel. Et ça a l'air d'être une manière de botter en touche et une réponse de Normande, mais à la fois toute écriture de soi-même est de la fiction, et toute écriture de fiction est autobiographique, donc c'est difficile de dire ce qui est la réalité ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ni dans un cas ni dans l'autre, il n'y a d'exactitude, ni même de volonté d'exactitude, quoi. Tout a été écrit pour écrire une histoire. Il y a une dramaturgie, il y a une mise en scène, il y a une élimination de personnages, il y a une invention d'autres. Donc, pour moi, c'est de la fiction dans les deux cas. Mais la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ces fictions-là, c'est parce que, dans d'autres termes, elles me sont arrivées, quoi. Disons que c'est des livres qui synonymisent un petit peu des épisodes de ma vie. Mais ça reste pour moi vraiment de la fiction. Alors, on a dit qu'on ne parlerait pas de... Mais est-ce que écrire Les Yeux Rouges t'a fait du bien? Et si pas l'écrire, au moins avoir fini de l'écrire? Non, l'écrire ne m'a pas fait du bien. Avoir fini de l'écrire, peut-être que je me rappelle pas bien de quand j'ai mis le point final, parce que moi je mets beaucoup de temps avant de libérer le texte. En fait, je mets 1000 fois le point final et puis je l'envoie et puis je fais non, encore une petite modification. Oh non, j'en ai encore 200. Enfin, chaque fois que là, je suis en train d'essayer de terminer mon 3e roman et je la note dans mon Kindle. En fait, je me l'envoie dans mon Kindle et donc je vois que j'ai, à chaque fois que je le relis, plus de 300 notes. Et pourtant, il ne fait pas 300 pages, donc c'est un nombre de modifications énorme. Donc, est-ce que ça m'a fait du bien de le terminer? Je ne pense pas. Ça m'a fait du bien de l'écrire? Non, parce que c'est quand même toujours se replonger la tête dans une bassine d'eau croupie. Est-ce que ça m'a fait du bien tout court? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Hein. Je pense qu'il y a eu un certain intérêt
un côté relativement agréable à voir son livre être lu et sa parole enfin entendue, parce que j'ai eu longtemps l'impression de crier dans le désert par rapport à la problématique des cyberviolences sexistes. Donc là, ça va, il y a des gens qui m'entendent et qui entendent les choses telles que je les dis, parce que ça, encore faut-il aussi que l'écoute, que les gens perçoivent mon intention, quoi. Mais à part ça, non, j'ai pas l'impression que ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, peut-être que si je l'avais pas écrit, ça aurait été sacrément pathogène. Ça, c'est une possibilité aussi. Est-ce que tu penses que tu aurais pu écrire un livre sur ce sujet-là sans toi l'avoir vécu aussi fort dans ta chair? Non. Déjà parce que je pense pas que ça m'aurait autant intéressé, ou ça m'aurait peut-être même pas intéressé du tout. J'ai l'impression, assez paradoxal, parce qu'à la fois, j'ai envie qu'on me... là, je suis en train, donc toujours, je vais reparler beaucoup de mon roman parce que je suis en train de terminer, parce que j'ai vraiment la tête dedans, mais je parle des années 40, que j'ai évidemment pas vécues, et j'imagine des choses qui se sont... Alors, je me suis beaucoup documentée, mais il y a beaucoup d'imagination. Et à la fois, c'est tragique, puisque c'est le début de la guerre, et que l'histoire est pas gaie, mais cette manière d'inventer... cette possibilité qui m'est offerte d'inventer un monde est vraiment fabuleuse, quoi. Déjà, je prends des vacances de moi-même, je prends un plaisir fou à inventer ce monde. Et en même temps, je suis de plus en plus convaincue qu'il n'y a d'intérêt que dans le fait de raconter des choses qu'on connaît bien, parce qu'on les a vécues, parce qu'on est concerné très directement. C'est mon regard par rapport à l'acte d'écrire, mais aussi en tant que lectrice, quoi. Quand j'apprends que quelqu'un a écrit un livre sur un sujet et qu'en fait c'est de la pure invention, je vais pas, sauf si on me dit vraiment que c'est un incontournable et qu'il faut, et encore, je me laisse difficilement convaincre, mais j'ai pas envie de lire ça, en fait. Moi, j'ai envie de lire des choses vraies, donc pas nécessairement réelles ni exactes, mais vraies. Et pour approcher cette part de vérité, je pense qu'il faut quand même l'avoir endurée. Alors justement, ton nouveau livre, ton livre en finition, on va dire, c'est l'histoire d'une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme tu le dis, tu n'as pas connu forcément cette période. Comment ce sujet s'est imposé à toi ? Je me baladais au cimetière d'Ixelles avec une copine pendant le deuxième confinement, donc on était au tout début du mois de décembre 2020. Et... j'avais jamais visité le cimetière d'Ixelles, pourtant j'habite pas loin, donc, mais je sais pas. Pourtant j'aime bien les cimetières aussi. J'ai vraiment aucune idée de la raison pour laquelle j'ai pas visité celui-là. En plus, il est très beau, il y a plein de célébrités belges qui sont enterrées là. Il est très grand. Mais bon, comme là c'était le confinement, qu'on peut plus se voir les uns chez les autres et que c'était difficile de se balader dans la rue puisque la police mettait à l'amende les gens qui se baladaient sans nécessité, on se donnait rendez-vous au cimetière d'Ixelles. Et après quelques pas, mon regard a été attiré, je sais pas pourquoi, on flânait, quoi, par une rangée de stèles, par les pipettes de granit très simples, quoi, qui avait l'air déjà très vieux, parce que déjà très érodé, on avait déjà du mal à lire les noms. Et puis, je vois une plaque, je vois que c'est ce qu'on appelle le carré des martyrs de la Seconde Guerre mondiale, donc tous ces gens qui sont morts pour que vivent les valeurs démocratiques de la Belgique. Et avec ma copine, on regarde les noms sur les tombes et on s'en amuse un peu parce qu'elle est instite, et donc dans une école un peu bobo, et tous les petits bobos, ils s'appellent maintenant Lucien, Raymond, Raoul, c'est ça. Et donc c'était tous les prénoms qu'on trouvait sur ces tombes, et sous ces prénoms, il était mis fusillé. On passe en revue des dizaines et des dizaines de tombes, et puis tout à coup on tombe, c'est le cas de le dire, sur une tombe où il est marqué Marina, déjà un nom de femme, donc on est troublé par ça, et en dessous de son prénom il est inscrit décapité. Et à partir de là, le sujet m'a plus lâché. En plus on était en pleine psychose autour de l'horrible agonie de Samuel Paty, ce prof de français qui a eu la tête coupée par un islamiste en pleine rue devant son école, quoi. Donc le mot décapité, décapitation, tête coupée était très fort dans l'actualité, et c'était très difficile de soustraire à des images mentales vraiment gore, donc c'était encore plus terrifiant en fait de tomber sur une femme décapitée enterrée sous mes pieds, puisque finalement c'était ça. Et assez vite, je l'ai pris comme un signe, peut-être qu'on peut dire les choses comme ça. En tout cas, j'ai eu l'impression que le sujet me réclamait. Et que cette femme enterrée là, dont personne ne sait grand-chose, qui figure même pas sur les registres du cimetière,
voilà, j'ai enquêté pour savoir qui elle était. Et comme il y a évidemment beaucoup de blancs, de trous dans sa biographie, comme les Allemands en quittant la Belgique ont brûlé la plupart des documents, les blancs, voilà, c'est là que j'ai mis de la fiction, quoi. Et c'est là que j'ai pu inventer des scènes, des mondes, des émotions et prendre beaucoup de plaisir à le faire. Donc il y a tout un travail de documentaliste et d'historien pendant quelques semaines, voire quelques mois, j'imagine. Quelques années, hein, je pense que quand il sortira, ça fera un peu plus de 2 ans que je travaille dessus. Ouais, c'est un super sujet, hein. Donc il faut être à la hauteur du sujet, c'est ça. Je veux dire, les 2 premiers bouquins, c'était des sujets considérés comme infraordinaires. Ariane, c'est une dispute entre adolescentes. Les yeux rouges, c'est une séquence de harcèlement, et le harcèlement des femmes est encore considéré comme étant un non-problème, un non-sujet. Voilà, j'ai toujours eu l'impression d'être l'autrice de l'infraordinaire, et puis là, tout à coup, j'ai un sujet extraordinaire. Donc ça a été tout à fait différent pour moi, la manière de traiter ça. Vous me direz, hein, si j'ai réussi, quand il sortira. Et dans les recherches que tu as faites, tu as pu identifier éventuellement de la famille, des descendants. Ouais. Oui. Oui, j'ai rencontré son fils. Elle avait 2 fils, dont un qui est mort il y a quelques mois, en fait, qui était déjà très âgé. Et puis là, son fils cadet, qui avait 3 ans au moment de son exécution, il a 84 ans, je pense, aujourd'hui. Donc oui, je l'ai rencontré. C'est tout à fait fascinant, parce que donc il y a l'histoire de sa mère aussi, mais il y a sa propre histoire aussi. Enfin, en fait, c'est des gens qui ont des vies de roman, vraiment. Timing. Tu as déjà une idée en tête de quand ce livre pourrait sortir, ou tu t'autorises encore 2 ans à rajouter des notes dans ta Kindle? Non, il sort en janvier normalement. Oui. Ouais. On dira ça avec impatience. Alors, je vais remonter un petit peu dans le temps, enfin, pas aussi loin que la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas dans tes ouvrages. Mais on va rester dans le confinement avec L'injuste destin du pangolin, qui est un livre qui, à la base, n'est pas un livre, mais une séquence radio en cadavre exquis avec d'autres auteurs. Et puis, finalement, publié en livre. Je ne sais pas si, dès le départ, c'était prévu de le publier ou si c'est apparu au fur et à mesure. Quelque chose qui m'a frappé en le relisant récemment, c'est que, en fait, tu l'as coécrit, mais on ne sait pas ce que tu as écrit dedans. Non, moi non plus, je ne sais pas tellement, en fait. Parce qu'on a eu une lecture publique à Saint-Gilles, à la tricoterie. C'était super, d'ailleurs. Je n'étais pas certaine de l'intérêt d'un événement pareil, genre lire un livre sur une scène. Et en fait, c'était vraiment formidable. C'était un moment de catharsis collective. Dingue. Bref, mais donc pour préparer ça, parce que si on devait lire le livre in extenso, on serait pour 5 heures sur scène, on a dû évidemment raccourcir et couper dans nos textes. Mais en fait, on avait du mal à retrouver nos propres textes. Et souvent, moi, je pensais que les textes de Jérôme étaient les miens. Donc je m'appropriais les textes de Jérôme Collin. Et c'était surtout moi qui me trompais, en fait. Donc c'est marrant de voir à quel point j'ai pas conscience de vraiment quelle est ma personnalité littéraire, puisque je prends les textes des autres pour les miens. Mais oui, non, on ne sait pas. On ne sait pas qui a écrit. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que quand on l'a lu en public, on a lu notre propre texte. Parce qu'il nous semblait quand même, a posteriori, qu'incarner un truc qui était sorti de notre cerveau était plus logique que de s'approprier les textes des autres. Et comment s'est construit ce projet ? Vous avez écrit chacun de votre côté un texte à la fois, et puis la personne enchaînait, ou vous aviez quand même des séances de travail collectives ? Parce qu'il y a une cohérence et une unité dans l'ensemble qui est assez impressionnante, alors que parfois dans certains cadavres exquis, on part dans des directions totalement loufoques. Mais je pense que le fait qu'on ait tous publié des bouquins, donc c'était Adeline Dieudonné, Jérôme Collin, Sébastien Ministru, Eric Russon et moi, et qu'on ait l'habitude aussi du travail en équipe, parce que moi j'ai fait un peu d'impro, et parfois je remarque, c'est insupportable et je l'ai fait aussi beaucoup, hein, mais quand les improvisateurs tirent la couverture à eux, lancent un truc qui est impossible à rattraper pour les autres, et tu peux pas refuser, mais tu trouves quand même que l'idée ne mène absolument nulle part. Là, il y avait une sorte quand même de respect des autres et de ce qui est possible de faire, et de connaissance du métier quand même. Et on n'a pas travaillé collectivement, on a travaillé chacun chez soi. Et moi, toutes les semaines, je recevais... Parce que je ne l'écoutais pas à la radio. Parce que écouter la radio, j'aimais pas du tout. En période du début de Covid, je trouvais ça beaucoup trop anxiogène, donc je ne voulais pas
réécouter les médias. Donc voilà, on m'envoyait les 4 textes qui m'avaient précédé et je les lisais et puis je pondais le mien et puis c'est Jérôme qui lisait les textes, enfin qui les fondait lui-même sur antenne. Parfois il les égalisait. Jérôme aussi, parfois formulait des demandes. Il disait là j'aimerais bien qu'on sorte un peu de l'immeuble à appartement, on y est beaucoup. Est-ce que tu pourrais pas le faire péter les plombs et se balader enfin voilà. Donc de temps en temps il venait avec une demande, mais absolument pas obligatoire. Et sinon, non, c'est vrai que les textes ont une certaine cohérence. Bon, alors en les relisant pour cet événement public, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques petites erreurs, notamment de ma part. Mais ça fonctionne, quoi. Mais ça fonctionne aussi parce qu'en fait, je crois qu'on a bossé ce truc sérieusement, parce qu'on était vraiment très contents de le faire. Ça nous a un peu donné une colonne vertébrale à notre confinement, à tous les 5. Alors, tu as cité certains noms qui gravitent beaucoup autour de toi. Il y a beaucoup de collaborations ensemble, de l'amitié même, je pense, aussi. On a cité Florence, évidemment, à propos du documentaire. On pourrait citer Pascal Claude, on pourrait citer le lien aussi avec le TTO. C'est un besoin viscéral de travailler comme ça dans des relations fortes et fidèles et d'amitié également. Mais est-ce que c'est un besoin viscéral ? C'est difficile à dire. Je voudrais plus le faire, en fait. Je voudrais plus, par exemple, travailler avec Sébastien Ministru. Et on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire vraiment, de plonger vraiment dans des gros boulots ensemble, quoi. On a fait des chroniques côte à côte. Enfin, voilà, on a beaucoup travaillé côte à côte. Mais ensemble, vraiment sur un projet, on l'a pas beaucoup fait. J'aimerais bien le faire plus. Alors peut-être que de l'extérieur, on a l'impression que je travaille que avec des potes, mais j'ai l'impression, moi, pas assez du tout. Et je me demande même si c'est pas un peu... Enfin, j'aurais beaucoup de mal à l'expliquer, mais en regardant un documentaire sur Patard et Aubier fait par Fabrice Duwels, qui est très bien, j'ai oublié son nom, mais qui a quelques années. Donc, c'est Patard et Aubier, c'est ceux qui font Pic André, Panique à la ferme, etc. J'ai été prise d'une certaine mélancolie parce que... Je crois que je rêve d'un binôme comme ça, d'une complicité artistique absolue, quoi. Et j'ai l'impression que c'est plutôt, et pas du tout par essence, mais culturellement, un truc de mec, quoi. Le travail collectif. J'ai l'impression que les équipes, c'est très favorisé quand on est un homme et plutôt défavorisé... et même d'évaluer quand on est une femme, quoi, qu'on est plus éduqué à la rivalité entre femmes qu'à la coopération. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir eu plus l'occasion de travailler étroitement avec des gens. Maintenant, est-ce que ce n'est pas lié aussi au métier d'auteur ou d'autrice ? Les collaborations sont peut-être plus faciles sur certains autres métiers. Si on prend l'exemple de Patard et Aubier, forcément, le processus créatif est différent pour de l'animation. Ouais, je sais pas, mais enfin, je vois les frères Cohen, les duos de réalisatrices ou de BDistes comme Catel et son époux. Je pense que ça peut advenir dans toutes les catégories de professions artistiques, quoi. Bon, évidemment, dans le roman, moins, même s'il y en a qui le font comme Simon Johannin, et j'ai oublié, évidemment, c'est pas bien du tout le nom de sa compagne. Mais voilà, et alors peut-être que j'ai choisi la solitude du métier d'écrivaine parce que c'est ce qui nous est proposé comme horizon et qu'on nous dit pas, mais non, tiens, plus tard, tu pourras co-réaliser des films avec des gens, tu pourras te lancer dans des projets... à plusieurs. Enfin voilà, c'est vraiment aujourd'hui que je découvre que c'est possible, en fait. Mais justement, tu écris, mais tu travailles aussi pour le théâtre, hein, soit par l'adaptation des Yeux Rouges, soit des spectacles que tu écris toi-même. J'imagine que c'est très différent de travailler en chambre avec son ordinateur sur un roman ou un projet de roman, ou travailler sur une pièce de théâtre qui a vocation à être montée sur scène et avec évidemment un travail en équipe de mise en scène, de costumes, de comédiens, d'éclairage, etc. En fait, c'est pas si différent parce que c'est aussi en chambre, hein, l'écriture de l'adaptation des Yeux Rouges
pour le théâtre de poche, j'ai fait ça ici, dans ce canapé, là, derrière moi. L'écriture d'ADN et de Cherche l'amour aussi, j'ai fait ça de chez moi. La seule chose qui diffère, c'est que je ne fais qu'un tiers de l'écriture, si tu veux. Après, le texte est confié à la metteuse en scène. Dans les deux cas, c'était des metteuses en scène qui le réécrivent et au sens propre et au sens figuré. Et puis, il y a aussi une écriture de plateau avec les comédiens, quoi. Moi, je ne fais que fournir une base de travail pour une autre étape, une autre équipe. Et j'y participe assez peu, en fait, à la mise en scène, à la mise en corps, à la mise en lumière. Et alors, je suis souvent invitée sur le plateau à venir dire ce que j'en pense, à venir peut-être corriger quelques trucs, mais c'est leur boulot. Et d'ailleurs, je sens que quand je suis trop interventionniste, elles adorent pas, quoi. Et je comprends, chacun sa part, chacun son métier. Ça donne aussi évidemment envie de devenir metteuse en scène pour avoir, pas parce que ça a l'air génial déjà, et puis aussi pour avoir un certain contrôle sur la manière dont ça va aboutir sur scène. Et en même temps, ne pas contrôler, c'est chouette aussi. C'est super chouette de voir ce qu'ils ont imaginé. Ce que ça devient dans le regard d'un autre. Oui, c'est vraiment un énorme kiff, en fait. Donc, c'est super. Mais c'est clair qu'il y a une petite frustration de pas être plus présente. Moi, j'adorerais être assistante à la mise en scène de textes que j'ai écrits. Et alors, je parlais de contrôle, mais c'est probablement pas le bon mot, mais il y a un truc de t'as envie d'y participer, t'as envie d'être là, quoi. Il y a un truc qui naît, il y a un truc collectif qui naît, et toi, t'attends chez toi, on te le montre une fois de temps en temps, mais t'as pas les mains dans le cambouis. Moi, j'aime bien les mains dans le cambouis. Enfin, moi, j'aime bien bosser, en fait. J'aime bien... je suis une artisane, quoi. J'aime bien travailler la matière et la travailler encore jusqu'à épuisement, quoi. Et le rapport au public, le lecteur du roman qui est chez lui dans son divan avec sa liseuse ou un exemplaire papier, tu ne le vois pas, tu ne sais pas quelles sont ses réactions. Par contre, quand tu es dans une salle et que tu vois 150 ou 200 personnes voir l'adaptation des Yeux rouges, tu peux voir en temps réel comment ils réagissent. Alors, parce qu'ils réagissent à la mise en scène ou à l'histoire, à nouveau, tout est amalgamé, donc c'est difficile de dire, mais j'imagine que tu dois être sensible aussi, être attentive. Quand est-ce qu'ils rigolent, quand est-ce qu'ils s'offusquent, quand est-ce qu'ils pleurent, quand est-ce qu'ils sont sans réaction? Disons que c'était surtout le cas pour les comédies, enfin pour Cherche l'amour, parce que là il y a quand même toujours un peu il y a un émerveillement d'entendre les gens rire et de pas être obligé de toi-même aller au charbon et de pas endosser la responsabilité de ce rire ou pas, puisque je ne joue pas le texte. Mais donc c'est vraiment génial de voir les gens rire de trucs que j'écris et que d'autres se chargent de drôlifier par leur incarnation. Et en même temps, c'est aussi, j'arrête pas de dire en même temps, il faudra couper tout ça au montage, tousser en même temps. Et par ailleurs, c'est hyper stressant parce que tu te dis merde, il rit pas, c'est le beat. C'est vrai, à un moment, tu vois des gens qui partent aussi, beaucoup au théâtre. C'est violent, ça doit le spectateur sortir. Ouais. Et encore, moi, je suis pas sur scène, mais moi, j'ai plein d'amis stand-uppers, et à chaque fois, il y a des gens qui partent en plein milieu de leur spectacle, quoi. Et souvent, ces gens se sont assis n'importe où, complètement au milieu de la rangée, et donc ils doivent faire se lever toute la rangée pour pouvoir sortir, donc c'est pas discret, donc c'est terrible. Déjà, je comprends pas comment tu peux, ne sachant pas ce que tu vas voir, te mettre à un endroit d'où il te sera impossible de t'extirper pour sortir, quoi. Ça, ces gens, franchement, ça me fatigue. Mais il y a des gens qui partent. Il y a des gens qui partaient des Yeux rouges parce que c'est trop dur aussi. Mais moi, je trouvais ça hyper éprouvant à regarder comme spectacle. Donc, il y a des gens qui... il y a même une jeune fille qui m'a gueulé dessus. Ça, à l'avant-première, en me disant qu'on ne pouvait pas montrer ce genre de truc. On pouvait ne pas venir le voir aussi. En l'occurrence, elle bossait à moitié pour ce théâtre, donc elle était obligée. Oui. Mais elle a très mal vécu, quoi. Il y a des gens qui ont très mal vécu. Quelque part, je me dis que si tu l'as très mal vécu, c'est peut-être que le projet du spectacle et du texte des Yeux rouges est réussi. Alors, la rumeur veut que tu aies un tiroir rempli de prémices de romans qui ne sont pas allés plus loin que les prémices. Ouais, mais ça, je faisais beaucoup avant. Et depuis que je publie officiellement des livres, j'ai plus ça. Parce que je crois que je ne me lance dans des chantiers pareils, vu que c'est hyper long, c'est hyper ingrat, c'est pas très bien payé. Je ne me lance
dans un chantier que si je suis sûre et certaine que ça va mener quelque part. Donc je n'ai plus de... J'ai des vieux machins qui début des années 2000, qui sont en effet dans des... Je ne sais même pas si je les ai encore quelque part, parce que j'ai changé d'ordinateur et j'ai oublié de faire plein de backups, donc ça se trouve, ils sont morts pour l'éternité. Mais donc aujourd'hui, non, ça m'arrive plus ça. Quand je me lance dans un roman, en général, je vais jusqu'au bout. Et quand tu as une idée, comme le troisième roman qui est en préparation, quand l'idée est là, tu es sûr que c'est sur ce sujet-là que tu veux écrire, tu as tendance à écrire assez vite, en tout cas de le commencer assez vite, ou au contraire, tu prends une phase relativement longue de documentation, de réfléchir à la structure, et puis seulement après... moi, par exemple, quand j'écris, les premiers mots doivent venir rapidement, quitte à parfois rester plusieurs mois sans y retravailler, mais j'ai besoin que ça sorte. Et là, sur ce projet, c'est vraiment tellement nouveau pour moi, tellement un apprentissage que au début, je pensais pas écrire dessus. Puis en fait, le sujet ne cessait de s'inviter dans ma vie, donc je me suis dit, bon, oui, il faut que j'écrive dessus. Et puis en fait, j'ai écrit plein de versions que j'ai toutes jetées, parce que je trouvais pas la bonne voie narrative. Mais j'ai même été jusqu'à écrire 250 pages qui ont été jetées, et j'ai rien repris de ce que j'avais écrit. Donc ces 250 pages ont été jetées assez vite sur le papier. Mais c'était peut-être ce qu'il me fallait. C'était peut-être mon étape ça coïncidait avec l'étape de documentation aussi, en fait. C'est parce que je racontais mon enquête à mesure que je la faisais. Et je l'écrivais en jeu. Et depuis le présent. Et puis, arrivé à la fin de la tentative, je trouvais que c'était sympa, mais pas comme ça rendait pas justice. Enfin, c'était pas ça qu'il fallait faire, quoi. Mais par exemple, pour Ariane... tout à coup, j'ai eu une idée. Tout à coup, j'ai écrit le premier mot et le livre. Et ce sont les premiers mots du livre publié. Et ça a été relativement vite. Il y a eu quand même un gros retravail d'Ariane parce que j'avais tout écrit au présent. Et mon éditrice m'a conseillé le passé simple. Et j'avais pas envie du passé simple parce que je sais pas. J'avais envie d'essayer autre chose et je trouve que c'est une langue un peu amidonnée, quoi. Mais pour lui faire plaisir, j'ai quand même fait cette translation présent-passé simple qui implique plein de modifications, parce que le point de vue n'est pas le même quand on change de temps. Et donc le personnage n'est pas le même, son poste d'affût sur les choses qu'elle raconte n'est pas le même. Bref, en fait, je trouvais ça vachement intéressant. Je trouvais qu'elle avait raison, malgré tout, de me demander de me suggérer de le mettre au passé. Et donc ça a été un gros retravail. Ça a pris plusieurs mois pour garder, pour que ce soit le même livre et en même temps pas tout à fait. Et pour Les Yeux Rouges, par contre, j'ai l'impression d'avoir cherché la voie narrative pendant des années. Tant que je ne l'avais pas, j'écrivais pas. Et puis quand je l'ai trouvé, j'ai tiré sur le fil et puis en fait derrière il y avait une pelote et tout est venu très vite et il y a eu très peu de retravail en fait. Ça a été très... Pourtant je trouve que c'est mon livre le plus mon projet le plus exigeant du point de vue de la forme, mais c'est celui qui a été le plus rapide à sortir, mais sans doute le plus long à maturer parce que ça faisait très longtemps que j'y pensais. Et donc pour les deux, il y a des choix narratifs qui ont été faits, mais qui sont intervenus après l'histoire. Ouais. Tu as eu l'histoire en premier. Est-ce que tu pourrais imaginer d'avoir une fulgurance un jour, dire je veux travailler sur ce procédé narratif-là, sans avoir nécessairement d'histoire à raconter, et voir quelle histoire tu pourrais coller sur un processus narratif? Non, je pense pas. Parce que j'aime sans doute pas assez écrire pour écrire. Et que c'est le propos, moi, qui me meut avant tout. Mais le propos, ça ne m'intéresse de le mettre en forme que si c'est exactement cette forme-là qu'il faut utiliser pour bien en parler. Et ça peut être une forme narrative au sein du roman, mais ça peut être... parfois, il y a des histoires qui me viennent et c'est sûr que ça ne va pas être du roman, que ça va être plutôt du théâtre ou de la BD, chaque sujet invite son médium et chaque médium invite sa voix narrative, quoi. Mais donc je pars toujours du sujet et je crois que je partirai toujours du sujet. Alors, en 2016, tu as déclaré « J'aurais nagé dans des piscines de mon premier livre si j'avais pu ». Et puis, quelques mois après, tu sortais ton premier roman. Est-ce que tu l'as fait ? Nager dans une piscine, non, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, j'en ai plein. Donc, c'est pas une piscine, mais c'est en tout cas une case de ma bibliothèque
dans lesquels mes yeux se plongent régulièrement avec pas mal de fierté quand même. Je suis vraiment contente en fait Enfin, je suis contente de mes livres, moi je les aime beaucoup. Voilà. Je suis contente de les avoir sous les yeux chez moi. Alors tu as dans ta bibliothèque tes propres livres et tu viens de dire il y a 2 minutes que tu avais jeté 250 pages. Quand tu parles de jeter, c'est au sens propre ou au sens figuré? Tu les as vraiment définitivement détruites ou il reste quelque part sur un disque dur Non, elles sont sur mon disque dur, mais elles sont pas... je les garde notamment parce que je me dis, mais j'irai peut-être chercher 2-3 trucs, des éléments. Il y avait certainement des bonnes idées dedans. Mais comme à chaque fois que je change de voie narrative, le projet est quand même très différent, même si j'estime que c'était des bonnes idées par rapport à ce projet intermédiaire-là, mais ça rentre que très difficilement finalement dans ce que j'ai choisi d'exploiter comme forme, quoi. Donc elles sont pas... j'ai pas d'intérêt à vider la corbeille, si tu veux, mais elles sont pas dans la corbeille, mais c'est en tout cas c'est au placard. Oui, parce que quand on voit régulièrement dans les salles de vente des brouillons d'écrivains d'il y a 2 siècles ou 3 siècles, et à travers ces brouillons totalement raturés, on voit le processus créatif, parce qu'on a la comparaison avec le texte qui a finalement été édité, donc peut-être que dans 100 ans, on verra en salle de vente le disque dur de ton ordinateur, voici les versions non publiées de Myriam Leroy. C'est quand même... Enfin, je veux dire, si je les laisse là, c'est quand même pour de bonnes raisons, hein, et notamment parce que c'est pas très bon, quoi. Dans l'idéal, que ça ne sorte jamais de mon disque dur. On l'a déjà évoqué indirectement, mais est-ce que tu te poses parfois la question de pourquoi tu écris? Non. Par contre, je me dis souvent, heureusement que j'écris. J'ai l'impression que ça doit être tellement difficile d'avoir des choses à dire, de ne pas pouvoir les dire. Enfin, des choses à dire dans tous les sens du terme, enfin, d'avoir des choses à l'intérieur de soi qu'on aimerait exprimer et pas avoir la possibilité de le faire. Voilà. Alors en même temps, tout le monde a aujourd'hui accès à la parole, mais tout le monde n'a pas accès à l'écoute. Et moi, grâce à avec ces projets-là, j'ai accès à l'écoute, quoi. À l'écoute, à la lecture, mais on m'écoute sans que je sois interrompue. C'est quand même un luxe inouï. Donc, je trouve que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance et je serais vraiment... Enfin, parfois, je me dis, oh là là, si je devenais aveugle... Ou je sais pas, aussi mes doigts devenaient... J'avais de l'arthrose et j'arrivais plus à taper à la vitesse qui me semble être la bonne pour que l'idée aille directement du producteur au consommateur sur mon clavier, sur mon document Word. Oh là mon Dieu, quel enfer, quoi. J'y pense, c'est une des angoisses qui m'étreignent souvent. Et comment écris-tu ? Tu as des routines, par exemple, tous les jours de 8h à 12h, ou s'astreindre à faire 2000 ou 2500 caractères par jour, ou c'est quand ça se présente? Alors, c'est quand ça se présente, mais quand je suis vraiment lancée dans un processus, à un moment donné, l'écriture, ça devient très immersif. J'ai besoin que ce soit très immersif. J'ai besoin de m'y plonger la tête, quoi, et de pas en sortir. Et donc, finalement, ça commence tôt le matin, ça se termine très tard le soir, parfois la nuit. Ça prend jamais de vacances. Et c'est plus que du temps plein, c'est carrément toute ma vie. C'est pathologique, quoi. Enfin, j'ai plus de vie sociale parce que je n'en vois plus l'intérêt. Toute conversation sur autre chose que mon sujet de bouquin, j'ai l'impression que ça me retarde dans mon processus. Donc, c'est pas très sain, hein. Mais donc il y a toujours un moment comme ça dans le projet où j'y suis à 100%. Mais avant ça, les moments d'amorce, en fait, ça c'est vraiment, ça vient quand ça vient. Et j'aurais du mal, même si je pense aussi que c'est parce que comme j'ai l'occasion de gagner ma vie aussi autrement que par le roman, par des moyens plus rémunérateurs, genre le théâtre, ça paye mieux, le documentaire, ça paye mieux. Parce que j'ai des collègues écrivains qui, eux, s'y astreignent tous les jours. Mais c'est parce que leur subsistance en dépend. Moi, pas vraiment. Donc j'ai pas cette obligation. Mais c'est sûr que c'est un muscle, l'écriture, et que moins elle est entraînée, et plus on l'abandonne, plus c'est difficile de s'y remettre. Et donc, c'est compliqué, quoi. Mais j'en suis pas encore à faire du 9-17. Mais je sais que c'est ce que font la plupart des écrivains chevronnés. Et est-ce que tu peux travailler sur plusieurs projets en même temps de romans, je parle. Hein. Est-ce que tu peux déjà avoir une idée du prochain, déjà commencer à te documenter, ou c'est vraiment de manière séquentielle, hein? Ah non, moi je suis vraiment monotage, quoi. Non, c'est impossible. Et d'ailleurs, j'ai dû mettre de côté un roman pour lequel j'avais reçu une bourse,
parce que je m'attends déjà pas à avoir la bourse. Enfin, bref, je l'ai mis de côté et je suis censée vraiment avancer dessus parce que je dois donner des preuves d'avancement du projet. Et tant que je suis dans mon 3e roman, je ne sais pas reprendre ce texte-là. C'est impossible. C'est impossible. Mais tu le reprendras après. Ben oui, A priori. j'espère, oui. Oui. Sinon, je vais devoir rembourser. Oui, ce serait quand même dommage. Ouais. En préparant ce podcast, j'avais proposé, suggéré, à l'image de Citizen Kane, Citizen Kane dans le film que tout le monde a vu il y a 40 ans, ou un peu moins aux études, au moment de son décès, évoque le mot Rosebud, et pendant tout le film, on se demande, mais quel est ce Rosebud? Ne dis pas ce que c'est, ceux qui l'ont pas vu. Je vais pas le spoiler, mais voilà, on finit par découvrir l'importance que revêt ce mot. Est-ce que toi aussi, il y a un mot ou un objet ou un souvenir qui t'est cher sans qu'il ait nécessairement une valeur marchande? Non, alors j'ai beaucoup pensé. En fait, j'ai assez peu de souvenirs qui me sont chers. Non, en fait, j'ai l'impression d'être tellement fort à chaque fois dans le présent, dans l'époque que je suis en train de vivre, que c'est vrai que je suis pas extrêmement nostalgique. Je ressasse pas beaucoup de choses du passé. Je garde pas beaucoup d'objets. Je garde pas beaucoup de choses en fait relatives au passé. Il y a un truc même partir sans se retourner un peu pas très sain mentalement, j'ai envie de dire, de mon côté. Mais en y réfléchissant, je me suis rappelé qu'en fait j'avais bien aimé mon adolescence. Qu'autant mon enfance ça n'avait pas été c'est pas une période que j'ai spécialement envie de retenir. Autant mon adolescence je me suis bien amusée. C'était la liberté. J'avais l'impression que tout était possible. Et j'avais une vraie innocence et une vraie soif de découverte et une vraie hardiesse, quoi. Enfin, j'étais plutôt tête brûlée. Et l'objet qui me rappelle ça, c'est une espèce de fichu que je foutais sur ma tête parce que je tenais absolument à avoir des looks originaux. Et en fait, c'était juste affreux. Mais personne ne me le disait. J'étais persuadée d'être vraiment ultra cool. Je m'habillais mais n'importe comment. Et donc je mettais des espèces de fichus de fermière sur la tête. Un triangle de tissu que je nouais dans la nuque. Hein. Et j'ai quelques photos de moi comme ça avec ce fameux fichu. Et ça me rappelle justement peut-être le côté un peu moche en fait de cet accoutrement me rappelle une époque où j'avais le droit d'essayer des trucs. J'avais le droit de me planter, j'avais le droit que ce soit moche, que ce soit raté. Et ça c'est vraiment un goût de paradis perdu parce que c'est plus. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune. Alors on ne me laisse, j'ai l'impression, plus beaucoup le droit à l'échec, à l'erreur, aux atermoiements, aux essais-erreurs. Ouais. J'ai l'impression que, et moi aussi, je ne me l'autorise plus. Mais voilà, c'était ce fichu qui me donnait un look raté, le goût de la liberté. Ça ferait une belle pochette de 45 tours si un jour tu te lances dans la chanson. Faut sortir une vieille photo. Oui. Et qui est ce on qui ne t'autoriserait pas à l'échec ou la société de manière générale? C'est la société de manière générale. Et puis, je pense que quand on acquiert un peu de notoriété, on perd beaucoup en liberté quand même. Et c'est beaucoup plus corseté. Et il y a beaucoup plus de... Et pas uniquement dans le sens négatif du terme, mais aussi parce que certaines personnes nous décident que ça nous confère une certaine responsabilité. Et ça peut être bien aussi, certaines responsabilités. Pas très joyeux tout ça. Non, alors il y a de mon côté aussi, je veux dire au niveau de l'ego, c'est quand même sympa. Mais il y a beaucoup de renoncements qui sont quand même liés à ça, surtout quand on est une femme, évidemment, puisqu'on est énormément surveillée. Mmh. Pourtant, si on laisse de côté quelques personnes nuisibles, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance autour des projets que tu portes, que ce soit en matière de littérature, de théâtre, du documentaire Sale pute. Oui, tout à fait. Oui, j'ai cette chance. Ça, c'est vraiment cool. Mais c'est pas, comme je te disais, c'est pas uniquement je suis pas en train d'essayer de prendre des termes déguisés pour parler des harceleurs qui m'empêchent de vivre, même si ça fait partie un peu de la somme, quoi. Mais ouais, il y a ce truc d'être adulte. Je sais pas. À un moment donné, t'es adulte et tu fais plus ce que tu veux, quoi. Tu dis plus ce que tu veux. Et probablement tant mieux, parce que je veux dire, tout ce que je disais n'était pas fondamentalement passionnant, et puis je
pratiquait une ironie un peu malsaine, assez constante, mais je me marrais bien. Et aujourd'hui, je me marre quand même un peu moins bien. Alors, autre demande que je t'avais faite en amont du podcast, c'était voir si tu souhaitais accepter de proposer un texte, de lire un texte d'une autrice, poétesse ou peu importe. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y réfléchir? Pas du tout. Et je vais le faire maintenant. Je dépose le casque et je vais dans la bibliothèque. Voilà. Alors, je vais lire un petit extrait de La petite femelle de Philippe Génada, qui est un livre monstre de je ne sais pas combien de centaines de pages, comme il en a l'habitude. C'est probablement pas le passage le meilleur, parce qu'il y a plein de morceaux et de moments d'anthologie, de morceaux de bravoure littéraire dans ce bouquin, comme dans la plupart des livres de Génada, où il se met en scène lui-même, où il est très présent en fait, dans ce qu'il écrit, il fait énormément de digressions, et il ramène toujours au réel et au présent des enquêtes qui mènent dans le passé, sur des gens qui ont réellement existé. Enfin, c'est ce qu'il fait depuis quelques années. Et donc c'est pas un passage, c'est pas un morceau de bravoure, ce passage-là, mais c'est un passage où je trouve qu'il met le doigt sur qui est Pauline Dubuisson. Alors Pauline Dubuisson, c'est une fille qui a été accusée du meurtre de son petit ami dans les années 50, et qui était l'ennemie public numéro 1 française, qui était détestée, qui était même... Voilà, il fallait la brûler comme on aurait brûlé une sorcière. Donc c'est intéressant parce que je pensais à ce livre-là parce que je viens de terminer Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante. Je ne sais pas si on dit Sorante ou Sorrente, qui a une thèse que je trouve assez intéressante, c'est que toutes les femmes contemporaines seraient les héritières d'un génocide, quoi. Génocide de femmes. On a beaucoup cru que les sorcières c'était au Moyen-Âge, mais en fait c'était plutôt à la Renaissance, quoi. Enfin, que le brûlage, les chasses aux sorcières, c'est à la Renaissance. Donc c'est notre histoire, c'est très récent. Et c'est vraiment très intéressant comme thèse qu'elle développe. Elle-même, elle a été persécutée dans sa scolarité. Ça prend énormément de place dans le livre, en fait. Je pense que sur le harcèlement scolaire, il y a beaucoup de profs qui croient que les yeux rouges, c'est une très bonne idée de faire lire à leurs élèves. Alors peut-être, moi j'ai beaucoup allé en classe pour en parler, et c'est toujours hyper intéressant, surtout pour moi, je crois. Mais Le complexe de la sorcière, pour moi, je trouve que c'est vraiment un bouquin à faire lire aux élèves, parce que ça parle de ça, en fait. Ça parle de la persécution. Et donc, Pauline Dubuisson a été persécutée en France par l'opinion publique. Là, dans ce passage-là, Génada explique... je trouve qu'il donne peut-être une clé du pourquoi, du comment. À la rentrée 1939, le collège Lamartine est fermé. Il n'y a plus assez de professeurs ni d'enfants dans les alentours pour que toutes les écoles restent ouvertes. Pauline entre donc au collège Jean Bart, dans le centre de Dunkerque, un vaste et beau bâtiment qu'on appelle ici le Grand Collège, mixte. Enfin des garçons. Plus coquette et séductrice depuis quelque temps, elle commence à choisir ses vêtements elle-même, soigne sa coiffure, passe plus de temps devant le miroir. Son père n'est plus là pour la rappeler à la rigueur et maîtriser sa part féminine qui joue des coudes. Elle n'en est cependant pas encore à essayer de les attirer dans ses bras. Elle n'a quand même que 12 ans et demi. Mais c'est avec eux qu'elle s'amuse, qu'elle discute. Il y a désormais autour d'elle de plus grandes filles, moins neuneux qu'à Lamartine. Jean Bart emmène les élèves jusqu'à la terminale. Mais elle ne se sent pas d'affinité avec elle. Elle ne veut pas se renier ni se transformer en garçon manqué, mais le principal exemple dont elle dispose de ce que peut devenir une fille à cette époque, c'est sa mère. Effacée, faible, presque esclave. Une véritable héroïne nietzschéenne. Ce n'est pas très tentant. Non, ce que préférerait devenir Pauline, c'est ce que seront les femmes dans 30 ou 40 ans. Celles qui n'ont pas ces tentations avant-gardistes à Jean Bart ne l'aiment pas. Elle est même carrément détestée par certains de ses condisciples, qui ne supportent pas qu'elle les regarde de haut. On les comprend, ce n'est jamais agréable, il y a des claques qui se perdent. Pauline sait parfaitement cacher ses faiblesses, mais elle n'a pas encore appris à faire de même avec ses forces, et à ne pas faire étalage de ce qui la distingue des autres. Voilà. Et donc, ça se passe il y a 70 ans, ouais. Il y a énormément de résonance par rapport encore à l'époque actuelle. Oui. Évidemment, c'est ce qui l'a fait saillir comme parallèle avec aujourd'hui. C'est aussi son choix d'auteur, mais c'est clair que l'histoire, en ce qui concerne les femmes, elle avance très, 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 très lentement. Hein. C'est assez incroyable. Hein. Et plus on s'y plonge, et plus on se rend compte qu'on a avancé de quelques centimètres
Mais vraiment, hein, c'est dingue. Qui sont sans cesse remis en question par certains, en plus. Oui. Et on n'est pas à l'abri même d'un recul. Et sur certains sujets, c'est déjà certainement le cas. Alors, revenons sur un sujet un peu plus léger. Tu as dit, lors d'une précédente interview, un podcast, qu'il y avait des auteurs qui te donnaient envie d'écrire et d'autres, au contraire, que tu adorais, mais qui pourraient te bloquer, qui t'impressionnaient trop. Il y a aussi une troisième catégorie de livres, apparemment, qui t'inspire fortement. Et donc, je t'offre un petit cadeau. Alors, je te rassure, pour ne pas que tu te culpabilises ou quoi, je l'ai acheté en seconde main. Je ne me suis pas ruiné. C'est toi qui as fait l'emballage cadeau ? C'est mon épouse, je suis incapable de faire des emballages cadeaux. C'est ambitieux. Ouais. Et une triple couche. Et donc je propose que tu l'ouvres et que... Et donc c'est quoi la catégorie à laquelle alors, tu comprendras en l'ouvrant. D'accord. Et puis après, j'aimerais que tu nous parles de cette catégorie de livres et ce que ça représente pour toi. Je vois déjà dans quelle étagère ça prend sa place. Alors c'est un guide du routard Birmanie 2013-2014. Alors j'ai bien choisi guide du routard, hein, pas Lonely Planet, parce que ça c'est pour les bobos. Hein. Non, mais en fait, moi je suis bobo, hein. Ça on va pas se le cacher, donc j'ai aussi des Lonely Planet, mais j'adore les guides du routard, je trouve que c'est tellement chouettement écrit, c'est tellement chouettement agencé aussi, qu'on entre dans la société en fait. Avant d'entrer dans des considérations touristiques, on apprend qui sont les gens qui habitent là, l'histoire. Enfin, il y a Birmanie utile, les fêtes, jours fériés, danger, enquiquinement. Et là, c'était quoi ? L'histoire, homme, culture, environnement, c'est ça. C'est le chapitre que j'adore dans les guides du routard. Et je suis allée en Birmanie, moi, il y a une dizaine d'années. Et c'était un voyage incroyable que j'ai entrepris après avoir lu Birman de Christophe Onodibio. C'est comme ça que j'ai eu envie d'aller voir sur place à quoi ça ressemblait cet univers mystérieux, dangereux, sensuel et secret que dépeignait l'auteur dans son livre. Et, moi, j'adore les guides de voyage. J'adore voyager, mais en fait, depuis le Covid, je l'ai quasi plus fait, quoi. Des grands voyages comme ça, je sais pas, ça a mis vraiment un coup d'arrêt à mon envie de découvrir. Enfin, en tout cas, des contractions à découvrir le monde. Ou alors, il y a aussi des questions que je me pose sur l'impact que ça a sur notre environnement, de si souvent prendre l'avion, faire des grands trajets. Hein, je pense que c'est pas tout à fait étranger à ça. Mais je voyage plus du tout assez, quoi, je trouve. Et je vois derrière toi, à vue de nez, 30, 40 minimum guides. Ouais. Tu n'as des guides que de pays que tu as vu, de régions que tu as visitées, ou tu achètes parfois juste pour le plaisir de découvrir un pays de chez toi? Alors souvent j'achète en me disant que un jour viendra, mais j'ai un guide de la Syrie, qui n'a jamais servi. Qui n'est peut-être plus à jour. Qui a été acheté juste avant le déclenchement de ce qu'on sait. J'ai le guide de la Colombie que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Y a plein de pays comme ça. J'ai pas été partout, quoi, mais c'est vrai, j'achète les guides pour les lire. Est-ce que tu pourrais te tenter d'écrire ou de collaborer à l'écriture d'un guide? Mais j'adorerais. Et d'ailleurs, j'ai même voulu, il y a quelques années, je voulais faire les pintades à Bruxelles, parce qu'il y avait eu les pintades à Téhéran, les pintades à Paris, les pintades à Londres et tout. C'était des guides de voyage féminins et féministes. Et j'ai jamais eu de réponse. J'ai proposé mes services. C'est une journaliste du L qui l'a fait. Enfin, elle a fait ça très très bien. Mais j'adore. Enfin, en plus, j'adore faire découvrir la Belgique, faire découvrir Bruxelles. Donc, j'adorerais. Mais il faut qu'il y ait un chouette angle, quoi, parce que des guides de voyage, il y en a plein. Donc, il faut réfléchir à un angle nouveau et intéressant, quoi. Bruxelles de la dépression, je sais pas. Bruxelles morbide. Mais ouais, j'adorerais, vraiment. Peut-être que des éditeurs de guides écouteront ce podcast un jour par hasard. Apparemment, c'est quand même très peu payé, quoi. Les rédacteurs du routard, on considère que rembourser leurs frais, c'est suffisant et qu'il n'y a pas besoin de les payer. Moi, je suis arrivée à un stade de ma vie où quand même j'ai envie d'être rémunérée pour mon boulot. Et je pense que sur les guides touristiques, c'est un peu compliqué.
Alors, on a parlé de ton projet de roman. Il y a un autre projet dont je n'entends plus parler depuis quelque temps et j'aimerais que tu nous dises où il en est, en espérant qu'il ne soit pas abandonné. Tu allais te lancer dans la BD, avais-je appris. Tout à fait. Eh bien, notre éditeur a quitté la maison d'édition et la maison d'édition n'a pas repris ses projets. Et donc, ce projet est au frigo. Voilà. Mais il faudrait qu'on se sorte les doigts et qu'on aille démarcher d'autres éditeurs, mais on a trop de... Enfin, parce que je faisais ça avec mon mec, quoi, qui dessinait, et moi j'étais au scénario. Mais on a tous les deux beaucoup trop de travail par ailleurs, de choses plus immédiates, plus urgentes. Mais voilà, quand on aura un peu de temps, peut-être qu'on fera ça. Et en 2 mots, c'était quoi le projet ? C'était un projet de BD, ça s'appelait Alors, au départ, c'était La vie rêvée des trolls, et puis finalement, le titre, c'est Moi, je préfère les blattes. Et c'est l'histoire d'un type détestable qui est un troll, en fait, hein, et qui tombe amoureux d'une, ce qu'on appelle parfois une féminazie islamo-gauchiste. J'ai tout de suite des visages qui me viennent à l'esprit. Et voilà, et donc c'est un peu l'amour et le sexe en dépit du politique. Et comment le politique s'invite dans l'intimité, ce genre de truc. Enfin, c'est plutôt une comédie, hein, ça ne prétend pas épuiser ce vaste sujet, ni même le comprendre, mais c'était vachement gai à faire. Et concernant le théâtre, d'autres projets, peut-être même de la mise en scène ? Il y a ADN qui va enfin être joué à la rentrée, parce que ça a été joué 2 fois, et puis on a été confinés, et puis chaque fois que ça a été reprogrammé, on a dû déprogrammer à cause de nouvelles mesures de la part du gouvernement. Donc une pièce qui a quand même été écrite en 2017, va peut-être enfin être montrée en 2022, fin 2022. Donc, mais bon, voilà, ça c'est déjà écrit, c'est déjà fait. À part peut-être quelques sauts en salle de répétition, ça ne nécessitera plus vraiment mon concours. Et oui, voilà, il y a Nathalie Huffner, la directrice artistique du Théâtre de Zandor, qui m'a appelée justement hier pour me proposer un sujet. Et je lui ai dit que j'allais réfléchir, laisser voir le chemin que ça prenait, quoi, si jamais ça me... Mais donc ce serait une comédie, et c'est vrai que j'ai bien envie d'écrire une comédie, en fait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai plus rien fait de très marrant, donc ouais, ça pourrait bien me plaire, en fait, une bonne petite comédie. Et là, on parle d'écriture, on parle pas nécessairement de mise en scène. Non, ben non, et je pense vraiment que c'est un métier, en fait, hein. Enfin, je sais pas que je pense, c'est que c'est un métier, mais que je suis pas sûre d'avoir les compétences requises pour le faire. Je suis pas sûre que je suis très bonne en imagination de déplacement de corps en mouvement. Bon, il n'y a pas que ça dans la mise en scène, hein, mais les bons metteurs en scène ont un muscle que je ne pense pas avoir. Enfin, je m'y essaierai peut-être un jour et je verrai, mais j'ai pas l'impression que ça me soit très naturel pour moi. Et le cinéma, ça ne t'a jamais tenté ? Ah si, à mort. Ben ça, oui, ça c'est plutôt... c'est mon envie très immédiate, quoi. J'ai vraiment très, très, très envie d'écrire un film et de le réaliser. J'ai tellement adoré être en salle de montage, monter, en fait, le documentaire qu'on a fait avec Florence. Plus encore que le tournage, mais c'est parce que le tournage, je pense que j'avais pas encore assez de compétences et de connaissances en matière d'image et de prise de son. Donc je ne savais pas exactement comment je pouvais demander ce que je voulais à la chef-op et à l'ingé son. Et que maintenant, que maintenant que je l'ai fait, je sais beaucoup plus ce que je veux et ce qui est possible de faire. Alors il me manque évidemment plein de connaissances, hein, c'est pas pour rien que ce sont des longues études, des études de réalisation. Mais je sens que je suis prête, quoi. Que je suis prête à réaliser, à être chef d'équipe et à piloter un bateau et à dire aux gens de me faire confiance et d'aller là où je les emmène. Je sens que ça va être... Enfin voilà, j'aimerais que ce soit le projet sur les années qui viennent, mais il faut le sujet, il faut le bon sujet. Je ne ferai pas ça comme ça pour le faire, parce que c'est encore une fois tellement... il faut tellement avoir une bonne raison de poursuivre ce genre de boulot, tellement c'est long, ingrat, semé d'embûches et parfois d'humiliation. Il faut tellement avoir le sentiment que c'est ça qu'il faut faire, qu'on ne peut pas se lancer à la légère dans un projet pareil. Et cinéma ou télévision ? Cinéma. Cinéma. Ouais. Enfin, là, je suis en train de tenter d'écrire une série pour la télé. Mais la série, ça reste Alors, c'est super, hein, moi, je m'éclate parce que j'écris en plus avec des copines et ça, c'est vraiment cool. Mais ça reste quelque chose de très formaté, quoi, une série. Alors, même les séries qu'on estime être très intello et qu'on croit
s'être affranchi du formatage, justement. En fait, non. Une série, pour que les gens aient envie d'y retourner, il y a des impératifs, il y a des recettes. Et très bien. Moi, je n'ai pas de problème avec les lignes éditoriales, avec les cadres, même très étriqués. Du moment que je peux trouver ma liberté à l'intérieur du cadre, ça ne me dérange pas, quoi. Mais je sens que mon kiff absolu, ce serait plus de liberté artistique que ce que peut proposer la télé, et en particulier la télé de flux grand public aujourd'hui. Donc je suis très contente de ce projet de série, mais un jour je voudrais faire un film intello chiant arty. Voilà. Ouais, ce sera avec grand plaisir, on en reparlera à ce moment-là. Je t'avais aussi suggéré, c'est la dernière suggestion en préparant l'interview, c'était que tu nous recommandes, enfin que tu recommandes aux auditeurs et auditrices un podcast que tu écoutes, que tu y aies participé déjà ou pas, mais pour essayer de donner l'envie aux personnes qui ne sont pas nécessairement déjà avec 150 podcasts en attente sur leur player, à dire tiens, j'ai envie de découvrir quelque chose. Je suis en train d'écouter là pour l'instant En écriture d'Agathe Le Taillandier, qui est une série de masterclass en fait avec des professionnels de l'écriture, des gens assez connus, hein, genre il y a Maëlys de Kerangal, Lionel Duroy et Delphine de Vigan pour l'écriture de romans, il y a Fanny Herrero pour l'écriture de séries, il y a Sylvie Gracia pour l'édition, qui est une forme de réécriture du texte. Enfin voilà, donc des professionnels de l'écriture qui expliquent comment ils bossent en fait. C'est vraiment un podcast très concret de travail où Maëlys de Kerangal explique comment elle rythme sa phrase, son utilisation de la ponctuation, comment même physiquement comment elle s'installe à sa table. Et c'est des mines vraiment de bons conseils. Alors c'est un podcast payant, mais tu t'abonnes, alors c'est 3,99 € par mois, je crois, et mais en fait, il n'y a pas besoin, enfin, il n'y a pas suffisamment d'épisodes que pour prolonger ton abonnement au-delà d'un mois, donc voilà, pour écouter une douzaine d'épisodes vraiment extrêmement bien faits. Agathe Le Taillandier, elle écrit elle aussi, ça s'entend, parce que ses questions sont excellentes, le parcours est vraiment passionnant, enfin, c'est très solide. Je trouve que 4 € pour avoir accès à tout ça, toutes ces masterclass-là, c'est vraiment donné, quoi. Et je pense que c'est Louis Média qui fait ça. Et ça s'appelle donc En écriture, et c'est très utile. Eh bien, on va découvrir ça. Un grand merci en tout cas pour avec plaisir. Ce temps au micro chez toi. C'est gai, j'aime bien. C'était un réel plaisir de t'accueillir. Merci. Merci. Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.